Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Hey, salut Jérôme Colombin. Bruno, je ne te vois pas dans ton environnement normal, tu es dans ta voiture. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Tu es sur la route? J'ai mon amoureuse qui m'a foutu dehors. Non, mais Bon. ça devait arriver. Ben, ça Oh devait là arriver. là là là, Hein. mais pourtant, Ouais, passer trop de temps à travailler. mais t'es le plus charmant des garçons. Non, je le crois pas. Non, je suis en route. Je suis en Gaspésie et je suis dans ma Ouais. chic. Tu sais, il existe la Fiat 500. Moi, j'ai la Fiat 120 pour 120 secondes de tech. Je l'ai baptisée comme ça en chemin. Ah, Je me dis, joli. quel beau nom, la Fiat 120. Et puis, ben, cherchez-la pas chez le concessionnaire, elle n'existe pas. Il n'y en a qu'une et c'est la mienne. Et donc, je suis en Gaspésie. Il me reste environ C'est deux, où la trois... Gaspésie? Rappelle-nous, à nous, petits Français. Ah, la Gaspésie, vous imaginez là, la carte du Québec? Ben, vous voyez, il y a comme une grosse péninsule qui ressemble à quelque chose qui est une péninsule, un poisson, peu importe. Et puis, Ouais, moi, vers le nord, plus vers le ouais, nord. ouais. Et ce que je fais, moi, puis ça s'en va vers l'Atlantique, là. Et donc, cette Hmm. péninsule-là, ben, tout en dessous, au bas, il y a la baie des Chaleurs. Et moi, c'est là où je suis en train de me diriger. Ah, c'est vraiment à la mer. C'est l'eau salée. D'ailleurs, Hmm. je cherchais l'information en chemin. Ça, à un moment donné, il faut en parler. J'avais une conversation avec Gemini sur la route et je lui demandais des informations sur ma destination. Et là, il m'a sorti l'historique du village. Il Ça, m'a c'est donné génial. et je lui ai demandé, j'ai dit, mais d'ici à là-bas, est-ce qu'il y a des endroits, un restaurant réputé où je pourrais arrêter pour grignoter un peu? Puis là, il m'a donné des adresses. Il voulait reprogrammer mon trajet. Et puis, il m'a même généreusement donné l'heure des marées. Marée haute, marée basse. Alors, je vais être bon pour voir la marée Ah haute ouais. quand je vais arriver. C'est à quelle distance de chez toi et à quelle durée? Ah, c'est de Montréal en voiture, c'est environ 8h30 de voiture, en ligne droite, sans D'accord. arrêt. Ouais, c'est Paris-Marseille, quoi. Genre. Et puis, et donc, c'est un peu comme le genre université de journalisme. C'est une rencontre de 3 jours, mais c'est vraiment très loin de Montréal ou de Québec pour s'assurer qu'on est vraiment débranché de tout. Et puis, Mhm. peut-être- je parle pas de moi, là. Je suis humble, mais il y a toutes les vedettes de la télé, de la presse écrite, tout le monde là, qui s'intéresse à ça. Et puis, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'en plus, il y a du public. Et ça, c'est rare dans les genres de rencontres comme ça de médias, de journalisme. Et donc, je te dirais qu'il y a probablement le 2 tiers des gens qui sont là, c'est du public. Et c'est tellement intéressant quand il y a des panels, parce que tu as des journalistes connus qui sont sur le panel, puis après, tu as du public qui vient participer. Alors, il y a des discussions. Tu sais, quand on dit être critique par rapport aux médias, là, il y a des bonnes Ouais. discussions franches, puis les gens sont là. Ils sont pas derrière un écran là, à dire n'importe quoi. Ils sont devant toi, puis ils te parlent. Et si moi, je suis là, c'est que c'est la deuxième année que je participe pour aller, d'une part, participer. J'ai 3 ateliers qui concernent l'intelligence artificielle, l'avenir du journalisme avec l'IA et les trucs comme ça. Et puis, parallèlement, je vais aller créer 3 émissions spéciales de mon carnet qui vont être diffusées vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, heure du Québec, pour revenir avec des gens qui participent à l'événement sur les différentes thématiques, évidemment qui ont un lien avec ou le futur, ou la technologie, ou l'IA dans le monde du Ouais. journalisme. Bah ouais, parce que c'est un univers, les médias, où on se pose plein de questions, hein. Alors, c'est intéressant que tu en parles parce que parfois, c'est un peu violent quand même, hein, l'arrivée de l'IA dans les rédactions, hein. Ben, chez vous, vous avez ça? Ouais, exactement. Là, cette semaine, là, il y a eu pas mal de mouvements. Il y a une menace de grève au sein du quotidien L'Équipe, qui est quand même une institution, hein. Et puis même dans d'autres titres un peu moins connus, parce que à cause de l'intelligence artificielle en fait. Et par exemple à l'équipe, c'est parce qu'il y a un projet de remplacer, enfin de faire ce qu'on appelle bâtonner des dépêches. Alors bâtonner, c'est un terme journalistique, hein, on va dire en 2 mots ce que c'est à dire que tu as la dépêche AFP brute. Et puis tu la réécris pour qu'elle ressemble à un petit article en fait. C'est ce qu'on fait quand on est jeune journaliste pour se former.
Voilà. C'est un exercice de réécriture, hein, c'est pas de l'enquête et tout, mais c'est intéressant, c'est formateur. Et ça, bah maintenant, évidemment, l'intelligence artificielle fait ça très bien. Et donc, ça pose problème. Et il y a un préavis de grève contre ce phénomène-là. Et puis dans un groupe de presse qui a réuni un certain nombre de petits titres, là, c'est les secrétaires de rédaction qui vont tous être virés, remplacés par des intelligences artificielles. Bon, ça pose plein de questions parce que évidemment c'est douloureux pour ces personnes, mais c'est inévitable. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas à toi que je vais expliquer que bien entendu, c'est normal que ce soit l'IA qui réécrive des dépêches aujourd'hui. Ouais. Ah, tout à fait. Ben, la machine peut le faire. Mais c'est ça qui est intéressant, puis ça, c'est une des discussions que je vais avoir en fin de semaine, c'est le fait que, tu sais, tu as des journalistes là, qui sont très bons pour faire du terrain, pour faire de l'enquête, pour aller chercher l'information, les témoignages, mais qui sont pas vraiment forts dans leur écriture. Ben là, imagine-toi un Mm. contexte, et de plus en plus les outils peuvent faire ça, c'est que le journaliste va chercher l'information, la ramène, et puis après se fait assister par une IA pour travailler sur son texte. Tu sais, Mais ça correspond beaucoup plus au vrai métier de journaliste, qui est le reportage, l'enquête. ou même couvrir des histoires, aller couvrir une conférence de presse. Après, tu parles avec les gens, tu t'enregistres, tu vas chercher, tu fais des entrevues sur le côté. De pouvoir tout prendre ça, de ramener ça, puis de dire à l'IA, gars, fais-moi une première version, là, avec les éléments que je t'ai donnés. Après, tu prends le texte, puis tu travailles dessus. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, Bien sûr. la première version, le document martyr, c'est l'IA qui me la travaille à partir de toute l'information que je lui donne. Puis après, je repasse, puis je lui dis, tu sais, t'as pas parlé de ça, je voudrais que tu focuses plus là-dessus, sur cet angle-là. Et puis, je vais rajouter des trucs pour donner la valeur de l'expérience que j'ai, que l'IA a pas dans le domaine de la technologie. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler. Mais donc, passer moins de temps sur un clavier à travailler sur ton article, pendant que tu peux passer plus de temps à faire de la cueillette d'informations. Et bon, je pense qu'en fait, ces mouvements de grève, ces préavis, etc., ils sont plus là pour mettre la pression pour qu'il y ait des systèmes d'accompagnement pour les personnes qui sont concernées, pour pouvoir soit les former à autre chose, soit les accompagner vers de la reconversion, etc. Voilà, qu'on les laisse pas sur le bord du chemin sans rigoler, mais enfin sans s'occuper d'eux. Mais in fine, il est évident que c'est des postes qui vont disparaître. Ouais, mais en tout cas, ça va être intéressant de voir comment les grandes écoles de journalisme vont préparer les jeunes. Moi, je le vois un peu à Montréal avec l'Université du Québec, là, le Centre des médias où ils font de la formation. Je pense qu'ils ne les forment pas encore assez à cette nouvelle réalité. C'est là, mais il y a vraiment une réflexion, puis il faut vraiment se préparer, là, parce que c'est la nouvelle génération, ça va être ça leur réalité, là. Mais il y a des réticences encore, hein, il y a des réticences. On est plus sur le côté ah ben non, nous on est un bon média ou on est un bon journaliste, on travaille pas avec l'IA. Et le non IA est brandi comme un gage de qualité. Et ça c'est un message que j'arrive pas à comprendre. Mais Jérôme, à ces gens-là, là, tu devrais leur redonner la bonne vieille dactylo. On dirait, ah ouais, toi, tu Ouais. veux vraiment travailler à l'artisanat, ah ouais, prends Eh ben vas-y. ta dactylo, puis allez, avec le formulaire en 6 copies pour pouvoir partager à tout le monde. Mais on a pas mal de discours. Il y a encore un bouquin qui est sorti cette semaine pour expliquer que l'IA, c'est le mal absolu. L'IA générative, faut surtout pas s'en occuper, faut surtout pas s'en servir, etc., etc. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a souvent de la part de certains écrivains, il y a une espèce de petite peur, tu sais, de se faire concurrencer. Parce qu'aujourd'hui, tu as quelques idées en tête avec de l'IA, eh bien, tu peux arriver à faire un bouquin tout à fait intéressant, sans être un super écrivain avec des références incroyables et un style fabuleux, juste avec les bons inputs, avec malgré tout de l'intelligence, de la connaissance et puis une méthode, bien sûr, mais tu peux arriver à faire des choses. Et bosser avec de l'IA, ça veut pas du tout dire appuyer sur un bouton et attendre que ça sorte. Ben Tu le non. sais comme moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hey Jérôme, mais mis à part les conflits de travail, est-ce que tu as suivi un peu l'actualité, par exemple, des États-Unis? Alors j'ai vu que ça bougeait un peu chez Google, il y avait des annonces. Là, on est un peu dans un entre-deux avec Google parce que la semaine prochaine, ça va être la Google I.O., c'est leur grand-messe, toutes les annonces Google. Mais là, cette semaine, c'était l'Android Show avec toutes les annonces concernant Android et notamment Android 17 qui va arriver bientôt. Et alors tu vas être heureux parce que tu as vu, ils vont mettre de l'intelligence artificielle partout.
Écoute, déjà que je trouvais qu'on en avait pas mal, là, ça va déborder. Je sais pas ce qu'il va y avoir comme appareil, mais tu te souviens, on a déjà eu une conversation à un moment donné où on disait un jour, ben, quand on parlait du téléphone intelligent de OpenAI, en disant: «Il y aura plus d'applications, ton IA va être, ta façon de pouvoir avoir des fonctionnalités sur ton téléphone». C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec, dans le contexte de Gemini Intelligence. Ça, c'est un méchant beau clin d'œil à Apple, là. Intelligence. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que maintenant, Gemini Intelligence va te permettre de faire tes propres widgets. Mais ça, c'est génial, ça. Ça veut dire que tu as une application que tu utilises, mais tu veux pas l'ouvrir puis tu veux pas l'avoir en pleine grandeur parce qu'il y a juste une information que tu vas avoir là-dessus, ben, tu vas lui dire, va chercher telle information puis mets-le sur la première page de mon téléphone. Ou, je sais pas, moi, tu es en train t'es en train de faire quelque chose, il y a pas d'application pour le faire, tu vas pouvoir lui demander de te faire une petite application pour ton téléphone. C'est fou parce qu'on en parlait il y a pas tellement longtemps, mais là, avec, Gemini Intelligence, on est rendu là. C'est ce qui commençait à arriver sur ordinateur. Tu m'en avais parlé ces dernières semaines. Et là, on rentre sur le mobile. Et donc, c'est encore plus proche de soi, en fait. C'est vraiment cette notion d'assistant. Et comme tu dis, c'est un clin d'œil à Apple. Enfin, un clin d'œil ou une belle saloperie, en fait. C'est plutôt je sais pas comment on peut appeler ça, mais une peau de banane, parce que comme c'est Google qui va fournir l'intelligence d'Apple Intelligence, en fait c'est ça, ils se sont dit, tiens, ben, avant d'aller s'occuper d'Apple Intelligence, si on faisait la même chose chez nous, c'est ça. C'est pas fou comme nom, peut-être qu'on peut faire la même chose, ouais. Ouais, ils ont même pris le nom, c'est formidable. Enfin, Ah ben, presque le même nom, quoi. tant qu'à faire. Mais, Gemini, ça s'appelle comment? Gemini Intelligence, hein, c'est ça. ouais. Bon. Sinon, quoi d'autre cette semaine? Ah! C'est quoi cette histoire de pédophile qui s'est fait prendre par, l'intelligence artificielle ou un hyper trucage, comme on dit chez nous, un deepfake? Ouais, un deepfake. Et c'est une histoire incroyable qui s'est passée en France là, ces dernières semaines. Effectivement, c'est un pédophile présumé, on va dire, qui s'est fait piéger par un Twitcher qui pensait discuter avec une jeune fille de 14 ans. Et en fait, il discutait avec un adulte, un homme, qui avait mis des filtres, tu sais, et qui arrivait à se faire passer aussi bien au niveau de l'image qu'au niveau de la voix pour une petite fille, pour une gamine, pour une ado, en fait. Et il a fait ça en direct sur Twitch, devant 40 000 personnes. La personne qui s'est fait piéger, elle ne savait pas qu'elle était diffusée, mais tout le monde l'a vu. Et ensuite, ça a été relayé sur les réseaux sociaux. Et il y a eu inévitablement des suites judiciaires parce que c'est allé très loin. En fait, c'est horrible cette histoire-là. Et on voit cette espèce de bonhomme, là, de mec qui a plus de 60 ans et qui est là et qui fait des propositions à la jeune fille en disant oui, oui, mais si tu veux, t'as qu'à mentir à tes parents et moi je t'emmènerai voir un match de foot et puis on sera tranquille, on pourra s'embrasser. Est-ce que t'as déjà embrassé un garçon et est-ce que je pourrais voir ton épaule, etc., etc. Enfin, le truc crade au possible. Et ça a fait tellement de bruit qu'il est allé se livrer lui-même à la gendarmerie le lendemain. Et il se trouve que c'était quelqu'un qui avait déjà été condamné pour des faits similaires. Alors, je sais pas comment c'est un entraîneur de sport et je sais pas comment il s'était retrouvé encore à ce poste. Mais au-delà de ça, du point de vue, ce qui nous intéresse nous, on va dire technologique, c'est ce côté deepfake. Et on a beaucoup parlé ensemble déjà, toi et moi, des deepfakes qui peuvent être très dangereux en générant des images pédophiles. Donc, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça permet aussi de faire l'inverse. Ça permet de piéger des criminels, en fait. Bon, le problème, c'est que là, c'est pas la police qui l'a fait, c'est un particulier, donc c'est un peu hors cadre, y compris même avec peut-être des erreurs judiciaires, enfin des erreurs qui pourraient avoir des conséquences judiciaires. Bon, voilà. Mais ça fait pas mal de bruit, ouais, c'est assez étonnant cette histoire-là. Jérôme, à la limite, on verra dans le temps qu'est-ce qui va arriver à ce monsieur-là, mais c'est une méchante bonne leçon qui a été faite, hein, comme service public, là, de rappeler aux gens, d'une part, ils ont pas à faire ça, mais qui risquent de se faire prendre, Ouais, ça peut avoir un d'embarquer dans ce effet, genre de contenu. ça peut avoir un effet dissuasif, effectivement. Jérôme, tu me permets d'arrêter l'actualité là, de toute la planète, parce que toi, tu as une actualité, puis je voulais absolument qu'on en parle cette semaine. Tu as pondu
un livre, J'ai pondu là, un le sujet œuf. me surprend. Ouais, non, non, tu as pondu un livre. Je te traite pas de poule quand même. Mais tu as pondu un livre sur, le podcast. Ouais, Mais ce que je trouve très intelligent, c'est qu'on est en 2026 et tu as été plus brillant que la plupart des auteurs sur le sujet, c'est le podcast, mais aussi l'IA et tu as lié les 2 là-dedans. ouais, bah écoute, merci, c'est gentil d'en parler. Tiens, je te montre la couverture. Et ça vient de Alors sortir. ceux qui nous ne regardent pas, je vois la couverture et c'est écrit: «Lancez votre podcast à l'ère de l'IA». Exactement. Mais en fait, c'est un peu, si tu veux, tu sais, l'an dernier, j'avais fait une formation en vidéo pour le Ouais. podcasting. Qui Et est toujours disponible. qui est toujours disponible, ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est un peu la déclinaison écrite. Alors, c'est complémentaire, c'est pas du copier-coller. Il y a beaucoup d'infos différentes, etc. Puis c'est pas la même chose de regarder des vidéos que de lire un livre. Ça permet parfois de retrouver plus facilement. Et c'est pour raconter tout cet univers qu'on connaît sur le bout des doigts, toi et moi. C'est comment fabriquer un podcast du début jusqu'à la fin, à la fois sur l'aspect technique et sur l'aspect éditorial. Comment préparer des interviews, etc., etc. Mais à l'ère de l'IA, c'est-à-dire avec aujourd'hui tous les outils d'intelligence artificielle disponibles. Donc c'est un peu ce que toi tu fais et ce que je fais aussi avec Oui. ChatGPT pour préparer une interview, pour retraiter une interview après coup, pour faire du traitement sonore. Et il y a plein d'outils qui existent. Alors c'est pas un passage en revue de tous les services disponibles, hein, c'est pas ça, parce que ça évolue trop vite et puis on trouve ça très bien sur Internet. C'est beaucoup plus pour donner une vision globale, remettre un cadre, remettre de la perspective pour les gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure du podcasting, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont envie de faire ça. Et ce qui est fantastique du podcast, c'est que tu peux le faire à tous les niveaux. Ça peut être une entreprise du CAC 40 qui veut lancer un podcast, ça peut être un média, ou bien ça peut être un passionné dans sa chambre tout seul. Et comme beaucoup de choses dans le numérique, et ben, tous ces gens-là peuvent le faire chacun à leur niveau et peuvent arriver à des résultats géniaux. Je trouve ça, noble de ta part de donner des, c'est un peu comme un chef, qui décide de montrer comment il fait sa popote, sa cuisine et Oui, il y a un ça, peu de je ça. trouve ça, ouais, ben, je trouve ça généreux de ta part. Mais, avant de changer de sujet, je veux juste revenir sur le fait, comment tu as fonctionné? Parce que te connaissant, dans la rédaction du livre, j'imagine que tu as aussi utilisé l'IA pour t'assister. Comment tu Ouais. as roulé avec ça? Tu as tout à fait raison, parce que en fait, le livre, je l'ai, c'est ce qu'on appelle de l'auto-édition. Donc, je l'éditais moi-même, parce que ça me plaît trop de faire ça moi-même. Je veux dire, moi, j'adore Mais tu as tout faire. l'expérience là-dedans aussi, tu en as fait quelques-uns comme ça. Oui, j'avais un peu eu d'expérience, j'avais déjà fait, j'ai publié déjà quelques livres, et certains chez des éditeurs traditionnels et d'autres comme Ouais. ça en auto-édition. Mais précédemment, il n'y avait pas d'IA. Et là, je l'ai fait entièrement avec l'IA. Et en fait, si tu veux, pour expliquer, pour faire court, quand tu t'adresses à un éditeur, le métier d'éditeur, moi, je dirais que c'est trois choses, le métier d'éditeur. C'est un, t'aider au niveau éditorial, rédactionnel. Alors c'est lui qui va te conseiller sur la structure du livre, le titre, l'angle, la réécriture, etc. Deux, il y a l'aspect technique, parce que c'est extrêmement technique l'édition. On ne soupçonne pas, mais c'est incroyable. Ça va de la correction jusqu'à la mise en forme, les règles typographiques. Il faut toujours commencer un chapitre sur la page impaire. Il faut respecter des marges. Enfin, c'est des trucs de fou. Il y a des règles pas possibles. Et trois, bien sûr, c'est la distribution, la promotion. Alors moi, c'est surtout pour les deux premières étapes que j'ai utilisé complètement l'intelligence artificielle. D'abord pour mettre en forme, pour structurer, etc. Et puis surtout pour, alors, ça va pas faire plaisir aux auditeurs, aux éditeurs, mais en même temps pour aller, pour faire comme si j'étais un éditeur, parce que moi j'y connais rien, Mais c'est ça, mais mais j'ai c'est ça posé que je plein trouve de génial. questions. Voilà. Ouais, mais là, tu es en train de faire trembler les éditeurs. Parce que Non, là, tu es en mais, train de mais montrer qu'une IA pourrait. une IA peut aider à le faire. Quelqu'un qui n'est pas éditeur peut le faire, mais franchement, je le conseille pas. C'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme. Parce que c'est un vrai métier, éditeur, ça rigole pas. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris autant de temps à fabriquer le livre qu'à l'écrire.
en réalité. Et Ouais. après, pour le Ouais, mais on s'entend diffuser, que toi, dans ta ouais. démarche, c'était de la recherche et du développement aussi, là. Oui, bien sûr. Moi, c'est parce que ça me fait kiffer de faire ça, quoi. C'est l'expérience qui m'a plu. Et puis après, pour ce qui est de la publication, j'avais déjà publié un livre comme ça directement sur Amazon. Déjà, je me souviens, c'était pas très facile à l'époque. Là, ça s'est un peu simplifié. C'est comme le podcast. Maintenant, il commence à y avoir des intermédiaires qui simplifient les choses. Et je suis passé par une plateforme française, je peux la citer, elle s'appelle Bookelis, qui se charge de toute une partie qui est encore extrêmement difficile aussi, qui est la diffusion sur toutes les plateformes pour que ton livre, on puisse le commander sur Amazon, sur Fnac.com, en version numérique, en version papier, et puis qu'on puisse le trouver aussi en librairie via Hachette, qui est le plus gros distributeur français de livres. Et ça, c'est pas facile. Et puis si tu publies que sur Amazon, tu peux pas être en librairie parce que les libraires et Amazon, ils se détestent et donc c'est absolument impossible. Tandis que là, en prenant un intermédiaire tiers, et ben là ça devient possible en fait parce que lui il fait la jonction entre tout ça. Mais c'est une très grande complexité. Mais c'est très amusant à faire et comme tu le dis, c'était plus une expérience. Mais je renouvellerai un jour l'expérience parce que c'est assez sympa. Ah, alors, tu rappelles le titre du livre pour les gens qui sont curieux? Voilà, ça s'appelle Lancez votre podcast à l'ère de l'IA. Et voilà, pour tout savoir sur comment fabriquer un podcast, pour ceux que ça intéresse. Ben, je vous le recommande Tu parce veux que je te que l'envoie? Je peux pas te l'envoyer. Enfin, si, je pourrais te l'envoyer par la poste, mais ça va me coûter 4 fois le prix du bouquin. Mais, mais non, par non, non, contre, non, non, tu non, vas pouvoir le mais commander au ben, écoute, Canada, hein. ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça se Ouais, commande maintenant partout sur la planète où on nous écoute. tout à Et de fait. l'autre Ouais, ouais. côté, je veux revenir sur ce que je disais. Je le recommande parce que je connais l'auteur et je sais comment il travaille. Et s'il vous a partagé ces informations-là, vous allez gagner du temps. C'est fou. Et puis, votre podcast va être de bien meilleure qualité. Donc, tu sais, on dit chez nous, la preuve est dans le pudding. Alors, Oh, c'est hein, adorable, Bruno. Merci, merci pour cette séquence d'autopromo et d'autopromo réciproque. ah, écoute, on poursuit dans l'autopromo. Tu parles de quoi cette semaine dans ton podcast? C'est une bonne question. Tu me prends un peu au dépourvu là. Chacun Euh, sa semaine. non, non, non. Ouais, chacun sa semaine. Alors, ben, je parle si d'un truc sympa. Tiens-toi bien, le nouveau Google arrive, il est français. Non, je plaisante. Mais je parle d'un moteur de... Ça te fait rigoler. Pourquoi tu rigoles? C'est Ouais, un... ben, Ouais, je sais. Moi, en plus, ça fait juste 20 ans qu'on l'a fait, la blague, hein, la blague du nouveau Google. ouais. Mais voilà, il y a une équipe de Français qui s'est dit on pouvait lancer un moteur de recherche, aujourd'hui encore, en France. Et ça s'appelle Et comment il Ibou. s'appelle? Ça s'appelle Ibou, I-B-O-U. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment de la recherche assistée par intelligence artificielle, et ce qui fait que c'est moins un nouveau Google qu'un nouveau Perplexity. Et c'est une espèce Ah, une espèce de perplexité à la sauce française qui a pour ambition de se libérer de comment dire, de casser les bulles de filtre et d'élargir et de faire des systèmes de recommandation un peu plus équitables, on va dire. Et puis sinon, je parle aussi, c'est un sujet plus entreprise, c'est l'IA en entreprise, mais pour une application très spécifique, c'est l'accès aux données. Les entreprises qui ont des milliards de données à traiter, aujourd'hui, elles utilisent l'intelligence artificielle, c'est super, ça peut leur permettre de faire plein de choses, mais ça pose aussi de gros problèmes de sécurité. Typiquement, quelqu'un dans une entreprise qui crée un document, il devrait le partager qu'à quelques personnes, et hop, il le partage avec tout le monde, et tout le monde le sait. Et par exemple, aujourd'hui, dans une entreprise, de plus en plus, si tu utilises le chatbot interne pour dire quel est le salaire de mon patron, eh bien, on trouve la réponse bien souvent, alors qu'on ne devrait pas forcément la trouver. Parce que tout est en bordel, si je puis dire. Donc voilà, il y a des dispositions à prendre. et tu me fais penser à une conférence que j'avais donnée à un moment donné dans un grand groupe de pharmaceutiques. Et c'était que le président mondial avec des vice-présidents de tous les continents. Et à la blague, pour détendre l'atmosphère, je leur avais dit, mais faites attention si vous utilisez l'IA pour écrire votre lettre de démission, parce que le président pourrait l'avoir avant que vous la finissiez. Ah ouais, tu vois, exactement. Bah, c'est Et exactement tu ça. aurais dû voir des visages autour de la table. Je me suis dit, non, mais est-ce qu'il y en a un ou une Qui a fait qui la a déjà boulette? fait le truc? Tu dis, Ouais, ouais. Incroyable.
De quoi parles-tu cette semaine, Bruno, dans ton podcast? Bien que je sois, en Gaspésie, je vais parler, de sujets qui ne touchent pas nécessairement que la Gaspésie. On va parler notamment de quand doit-on utiliser la des IA génératives pour faire de la recherche plutôt qu'un bon vieux Google. Alors, on va faire réfléchir les gens là-dessus, et ça, c'est avec, le partenaire, R2I. C'est Benoît Martel, le grand patron de R2I, qui est là cette semaine avec nous. Et puis aussi, je vais parler d'un, comment que ça s'appelle? Tu sais, ces nuances, les fameuses, lunettes de Essilor-Luxottica, qui permettent de Oui, mieux nuance audio. exactement, donc des lunettes qui permettent de mieux entendre. Voyez le jeu. Ça sort au Canada Mhm. finalement, après les États-Unis, après l'Europe. Alors ça arrive chez Ah, nous. cool. Alors, il y a une entrevue que j'avais faite à l'époque, quand, ils étaient à la veille de lancer ça avec, des gens de l'entreprise. Je vais la repasser parce que là, ça devient d'actualité, pour chez nous de parler de ça et puis, sinon, les collaborateurs réguliers sont présents pour, nous parler des différents sujets là qui les intéressent dans la vie. Eh ben, ça va encore être super intéressant, j'en suis sûr. Merci, mon cher Bruno, d'être passé par Monde Numérique et de m'avoir accordé un petit créneau dans ton carnet. Écoute, merci de m'avoir accueilli. C'est toujours bizarre à dire parce que là, les gens qui, m'écoutent, dans mon carnet vont continuer à Eh m'entendre oui. après, la transition, sonore, mais dans les faits, je dois partir en voiture pour rouler encore 2 heures et demie pour les retrouver après la transition sonore. Bon, bah Est-ce écoute, que vous comprenez le concept du temps? ouais, on est perdu dans l'embrouillamini de l'espace-temps. Mais c'est pas grave. Allez, on se retrouve la semaine prochaine? Salut Bruno, bonne route et sois prudent à la semaine prochaine.